tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission Un endroit où aller où ce soir nous avons l'immense plaisir de recevoir Monsieur Robert Neuberger pour son essai qui s'appelle Écrire sa mère à la recherche de l'amour perdu sorti aux éditions Payot. Bonsoir Monsieur Neuberger. Et bonsoir. Alors ce soir, c'est Frédéric de Guelt qui va vous interroger, mais avant de lui laisser la parole, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui sont en train de nous regarder qu'ils peuvent vous poser toutes les questions qu'ils veulent par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de venir vous les poser en dernière partie d'émission. Je vous souhaite à tous les deux une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, à nous deux, j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit quand même des écrivains et de leur mère, euh, écrire sa mère, alors c'est un titre un peu ambigu, parce qu'on s'attend éventuellement à ce que euh, vous nous, vous nous disiez un mot de qu'est-ce que ça veut dire écrire sa mère, ou qu'est-ce que ça veut dire raconter sa mère. Et c'est pas tout à fait ça. De quoi traite ce livre, Robert? Alors, c'est parti d'un colloque qui a eu lieu il y a un an, en juin dernier, à Genève, dont le titre, c'est moi qui l'avais donné à l'époque, donc c'était Lire, écrire, guérir. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai donné une petite conférence qui s'appelait Écrire sa mère, parce que je m'étais intéressé de ce que les écrivains avaient pu écrire sur l'écriture. Et à cette Oui. occasion-là, j'ai fait une petite découverte, à savoir que la plupart des écrivains et écrivaines connus aujourd'hui avaient eu des problèmes avec leur mère, soit en trop, soit en pas assez. C'est-à-dire, avaient été ou des mal aimés ou des trop aimés. Mais c'était une découverte fortuite. Et puis, je m'y suis intéressé de plus en plus, d'autant que ça rejoignait une de mes préoccupations importantes actuelles, c'est-à-dire l'état misérable de la psychiatrie contemporaine, qui fonctionne à Oui. coup de diagnostics et de petites pilules, et qui s'intéresse surtout pas à ce que les gens sont, et surtout pas à leur capacité créative. L'être humain a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est capable de s'auto-guérir. C'est-à-dire, on a tous rencontré des difficultés dans notre vie, on a réussi à dépasser ces difficultés, et au fond, mais parfois, on tombe sur une difficulté, puis on est en panne de créativité. Donc, le travail, pour moi, le travail du thérapeute, du psy, c'est pas de réparer au sens de comme si on était des automobiles auxquels il y a une pièce qui va pas bien, alors il faut changer la pièce. C'est plutôt, en ce qui me concerne, c'est se poser la question, mais pourquoi cette personne n'a pas pu faire face à cette situation alors qu'elle a fait face à beaucoup d'autres situations? Comment puis-je lui redonner une capacité créative, de pouvoir se sublimer, se sortir, émerger de cette difficulté. Et puis je me suis aperçu au fond qu'il y a des gens qui n'avaient pas attendu que j'ai cette opinion, ils ont fait ça tout seuls. Et ça s'appelle des écrivains et des écrivaines qui effectivement ont réussi à s'auto-traiter euh, au travers grâce à l'écriture. Et donc le fond de cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de destin irrémédiable. Oui. Alors pour vous, Euh, l'écriture, en fait, serait une thérapie? c'est plus qu'une thérapie, ça va au-delà. Si c'était qu'une thérapie, bon ben voilà, on répare et puis voilà, tout va bien. Là, c'est pas ça, c'est qu'ils ont su dépasser, ils ont dépassé la difficulté. Ce qui est tout à fait une démarche beaucoup plus humaine, qui est du côté de la créativité, du côté de l'invention, du côté de l'émergence. Et c'est ça Mais qui m'a passionné. est-ce qu'un musicien ou un sculpteur ou un peintre ne fait pas la même chose avec sa peinture ou sa musique? Mais absolument, le monde de l'art est très vaste, mais l'avantage des écrivains, c'est qu'ils écrivent. Oui. Et donc, Et- que j'ai des témoignages,
j'ai pu trouver effectivement des écrits sur l'écriture et la fonction de l'écriture par rapport à une situation de départ qui avait pu être extrêmement douloureuse. Alors, vous avez pas mal d'écrivains que vous citez dans votre livre. Comment vous avez travaillé? Parmi eux, il y a Annie Ernaux, Nancy Houston, évidemment Romain Gary. Alors, je fais un amalgame entre les Delphine de Vigan, les mal-aimés et les bien-aimés, hein, je n'ai pas trié. Mais comment est-ce que vous avez décidé de mener ce travail? Ben, écoutez, moi j'ai une conception de la neutralité particulière. Pour moi, la neutralité, c'est la curiosité. Une curiosité bienveillante, c'est pas une curiosité intrusive. Donc, quand j'ai commencé à lire, à prendre des ouvrages, j'ai découvert chez l'un, après j'ai trouvé chez l'une, chez l'autre, et petit à petit, c'est ma curiosité qui me menait d'un côté, de l'autre. Et puis aussi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, et il n'y avait pas une personne à qui je m'adressais en disant, tu sais, je m'intéresse beaucoup aux écrivains qui ont été mal. Ah, mais est-ce que tu as pensé à... Et j'en ai eu tellement qu'à un moment, j'ai arrêté de poser la question parce que j'étais débordé. Donc, j'ai vécu 6 mois. Le bouquin, je l'ai écrit assez, vraiment pour moi rapidement, parce que par ailleurs, je suis clinicien, j'ai des patients, j'ai des formations, j'ai des activités, et j'ai réussi à le faire en 6 mois. Ok. Et donc, avec des nuits agitées, et plongé dans la lecture de. J'ai travaillé sur à peu près 50 livres. D'accord. Donc, vous avez relu ou lu Lu ou les livres relu. de tous ces écrivains dont vous parlez. Et est-ce que pour ceux qui sont vivants, en tout cas, puisque Romain Gary, ça n'a pas dû être possible, est-ce que vous les avez contactés? Est-ce que vous avez parlé avec eux? Euh, j'ai j'ai- j'ai eu un contact avec Nancy Houston, mais qui n'a pas donné suite. En fait, elle n'avait pas l'air d'être enthousiaste d'évoquer ce thème, avec moi D'accord. du moins. Hmm. C'est pas forcément évident quand on en traite dans ces livres d'aller se confier à quelqu'un qui vous sollicite, j'imagine. Hmm. Bon, je l'ai pas mal pris. En plus, c'est vraiment une autrice que j'ai énormément d'admiration pour ce qu'elle fait. Euh, Vous avez choisi des écrivains que vous aimez, j'imagine, parce que c'est quand même plus agréable de lire ce qu'on aime, ou c'était vraiment guidé par le fait d'aller vers leur relation à leur mère. c'est plus d'aller voir du côté de la relation avec leur mère. Il y a des auteurs ou des autrices que j'aime modérément, mais je ne dirais pas lesquels. Qu'est-ce que vous avez découvert? Sauf si vous me demandez. Non, je ne ferai pas ça. Mais qu'est-ce que vous avez découvert dans cette étude, Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchiez d'abord ou est-ce que vous avez été surpris par quelque chose? Ah non, j'ai été surpris de A à Z, hein. Je ne m'attendais pas du tout, hein. C'était une découverte progressive. Et puis, ce qui m'a vraiment stupéfait, c'est ma petite découverte, à savoir que pratiquement tous ces auteurs avaient suivi le même chemin. C'est-à-dire qu'il y a un guide, d'ailleurs c'est ce qui guide mon bouquin, hein, bien sûr, c'est que c'était d'abord des grands lecteurs. Après, et même pendant, ils ont fait un journal intime. Après, ils ont écrit des Oui. romans. Et après, ils ont fait des autobiographies. J'ai été très surpris de découvrir que c'était un chemin qui avait été emprunté par la plupart des auteurs que je cite dans mon livre. Oui. Euh, Annie Ernaux a fait des romans avant de faire son autobiographie? Je n'étais Alors, pas souvenir de ça. elle a un peu mélangé tout parce qu'elle a fait, c'était une lectrice, hein, euh, Bien sûr. pas au début, puisqu'elle vivait dans une famille très modeste et elle lisait les journaux féminins de l'époque. Mais après, elle est devenue une lectrice importante et puis, et surtout, elle a fait un journal intime qu'elle mène encore aujourd'hui, hein, et qui lui a Oui. beaucoup aidé à faire des romans d'ailleurs. Elle a repris pas mal d'éléments de ses journaux intimes pour en faire des romans. Et comme Donc, les années, par exemple. oui, et donc
Je dirais elle a mixé un peu. C'est un petit peu plus Hmm. confus que sur d'autres. Bien Mais, que il y a quand même la fin, c'est-à-dire le décès de sa mère, a amené des écrits très particuliers chez elle. oui. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les écrivains hommes, s'il y en a, et les écrivains femmes? Ah, c'est un peu délicat à dire, mais parmi les mal-aimés, j'ai pratiquement trouvé que très peu d'hommes. Ouais. Il y a vraiment Simon en est un exemple, Del Castillo en est un autre, enfin, mais j'en ai pas eu beaucoup. La grande majorité des mal-aimés sont des femmes. Et Del Castillo, c'est un exemple particulièrement violent dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé pour Michel Del Castillo? ah ben, je dois dire que sa mère a été particulièrement, effectivement, violente à son égard, puisque bon, c'est une histoire très compliquée, donc je vais pas tout vous donner parce que ça démarre autour de la guerre civile en Espagne, etc. Mais à un certain moment de leur trajet, parce qu'ils ont dû fuir l'Espagne où elle était menacée, elle était même condamnée à mort d'ailleurs, sa maman, mais où il a vécu avec elle de façon très proche, très intime pendant longtemps. Mais à un moment, ils se sont retrouvés en France, où ils se sont retrouvés dans un camp de concentration français d'ailleurs. Et puis après, enfin, les Allemands sont mêlés de l'affaire. Et elle a fui. Elle est retournée en Espagne, elle a fui en laissant son fils de 9 ans en pleine guerre en France. Et ce pauvre garçon de 9 ans, Il croyait avoir une relation passionnelle avec elle. C'est-à-dire, c'est un choc total. bon, il adorait sa mère, hein, c'était son idole, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a laissé en otage aux Allemands pour pouvoir s'en aller. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé que du fait qu'elle laissait son enfant, elle n'allait pas revenir le chercher. Hmm. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas revenue. Il s'est retrouvé seul, il s'est retrouvé embringué dans des choses invraisemblables, il s'est retrouvé dans un camp de concentration allemand. Euh, mais ce n'est pas un camp où les gens étaient éliminés tout de suite, c'était un camp de travail plutôt, mais il avait 10 ans. Et Hmm. là-bas, il a réussi à les convaincre qu'il n'était pas juif, donc ils l'ont lâché. Là-dessus, il s'est retrouvé de nous, ils l'ont envoyé en Espagne, où il s'est retrouvé dans une maison de correction où il a été vraiment martyrisé, dont il s'est échappé. Il a été recueilli après chez des jésuites où ça s'est bien passé, où il a pu se reconstruire au moins partiellement. Et puis après, il a mené sa vie, mais il était persuadé que sa maman était décédée pendant la guerre, puisqu'elle s'était jamais intéressée de lui. Ah, ce Elle qui est avait devenu. jamais fait la moindre. Après, là, maintenant, on est après-guerre, hein. Donc, elle avait toute la Ouais. possibilité de chercher où était son fils. Elle s'en est absolument pas préoccupée. Et c'est, ouais, pratiquement, il avait quasiment la vingtaine quand il l'a retrouvée. Effectivement, elle était en vie. Et là, elle était absolument furieuse de le voir arriver parce que elle avait une petite médaille où il y avait son portrait et elle jouait les mères éplorées qui avaient perdu son enfant pendant la guerre. Donc Ah le oui. fait qu'il émerge, pour elle, a été une catastrophe. Et en plus, Il quand il manque. s'est mis à écrire, et ce qu'il écrivait n'était pas forcément à la gloire de sa mère, où elle a été Ouais. terrible, elle était assez connue, elle était une actrice, bon, peut-être, oui. Et elle a été racontée dans la presse qu'en fait, c'était elle qui avait écrit ces bouquins. Vous voyez, elle a été Oh, très loin. ah oui, effectivement. Et le pauvre Del Castillo s'est retrouvé vraiment. C'était un destin terrible, une histoire terrible.
Mm. Donc, Oui. cette femme n'a jamais montré le moindre signe d'intérêt pour disons, d'affection à l'égard de son fils, hein. En Cela fait, dit, cela dit, et c'est moins connu, elle avait deux autres enfants qu'elle avait également abandonnés, hein, accessoirement. ah oui, oui, c'était pas une erreur, c'était vraiment une Non. façon de vivre sa maternité, si on peut dire ça. En fait, quand on lit votre livre, on est quand même assez effaré par cette histoire, justement, de cet exemple. Mais en se disant justement qu'il y a une vraie séparation entre ce que lui a cru de sa mère et ce qu'elle était vraiment, parce que j'imagine que ça devait déjà quand même se voir avant qu'elle ne l'abandonne, que c'était une mère défaillante. Mais lui ne s'en apercevait pas, en fait. Oui, bah, il pouvait le savoir parce qu'il savait qu'elle avait eu deux autres enfants avant lui. Oui. Ah oui, Donc, il c'était aurait. avant lui. Oui. Ben oui. Ok. On a cette séparation. Vous parlez de Marguerite Duras, il me semble aussi, et on a cette séparation entre ce qu'a écrit Marguerite Duras avec l'amant, et quand on lit ses cahiers, la réelle histoire de ce qui s'est passé avec l'amant. Cette espèce Et là, du coup, on peut voir complètement ce que fait un écrivain avec la réalité, qui était assez pathétique, assez triste, alors que l'amant, c'est un superbe livre. Est-ce que vous avez retrouvé ça dans la façon de sublimer les mères ou de les raconter peut-être avec les trop aimés, je ne sais pas. Alors, oui, c'est une très très bonne question. Là, mais on va peut-être un peu vite. Le point de départ, c'est que tous ces êtres ont aimé leur mère. Au départ, Oui, ne doutez pas de l'amour de leur mère. Même Annie Ernaux. même ceux qui avaient des mères défaillantes, vous voulez dire. Euh, c'est très difficile pour un enfant d'imaginer que sa mère ne l'aime pas. Hmm. Et toutes et tous, et toutes dans tous les cas, les mal-aimés, hein, là je parle surtout des mal-aimés, ont vécu quelque chose, c'est-à-dire un événement, moi j'appelle ça une chute mythique, une chute de croyance en Ok. l'amour de leur mère. Ils ont subi un événement qui les a décilés, c'est-à-dire tout à coup, ils ont vu ce qu'ils ne voulaient pas voir. Et c'était un acte, c'est un acte de la mère. Ça peut être un mot, ça peut être un geste, ça peut être un abandon, ça peut être. Il y a différents éléments. Là, chaque écrivain le raconte à sa façon. Mais c'est ça qui me fascine, encore une fois, parce que j'ai pu en faire quelque chose qui tenait la route, c'est-à-dire qui était commun pratiquement à tous les mal-aimés que j'ai pu citer. C'est-à-dire, il y a un moment où ils réalisent que leur mère les aime pas. Alors, bon, Pas ce par point de exemple, bascule. Est-ce que c'est pardon? pas ce point de bascule? Est-ce que c'est pas ce point de bascule, ce moment où ils le réalisent, qui fait d'eux des écrivains? Parce qu'être écrivain, c'est être extra-lucide. Non, alors à ce point-là, en général, ils sont assez jeunes et ils n'ont pas dans la tête forcément de devenir des écrivains. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est des journaux intimes. Ok. C'est-à-dire que d'abord, ils vont aussi beaucoup lire parce que pour se sortir de cette vision de leur mère, ils se nourrissent avec des lectures, ils se nourrissent avec l'imaginaire euh, et, euh, et aussi, donc, la plupart vont écrire des journaux intimes, c'est-à-dire ils vont créer un partenaire, si je peux dire. C'est là où ça devient très intéressant, où l'écriture apparaît comme quelqu'un. C'est la première phase où le Oui. journal intime, c'est eux, mais c'est pas eux en même temps. Donc c'est eux qui C'est se un autre point. projettent, mais on se confie au journal intime, vous voyez? Et du coup, Hmm. en écrivant, on réalise ce qu'on perçoit. Oui. C'est un phénomène très intéressant, c'est-à-dire on peut vivre quelque chose, avoir beaucoup de mal à le concevoir. Et puis si on l'écrit, ben, l'événement, il prend forme, il se matérialise, si je peux dire, sous la plume de l'écrivain. Et donc, Oui, il y a Hubert de Savigny.
J'écris parce que je veux savoir ce que je ne savais pas si je n'avais pas écrit. Exactement, exactement. Et alors, les circonstances sont très variables. Encore une fois, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est l'histoire d'Annie Ernaux. Enfin, amusé, c'est pas drôle, mais c'est vrai que c'est un peu cocasse quand même, qui donc se vivait comme fille unique d'un couple. Sa maman n'était pas hyper sympa avec elle, mais bon, elle doutait pas de son amour. Et puis, un jour, dans la boutique sa maman tenait une petite épicerie, et elle l'entend parler avec une voisine ou une cliente. Et elle ne se rend pas compte que Annie est derrière elle et entend ce qu'elle dit. Et Annie Ernaux entend sa mère qui dit à sa cliente, oui, oh là là, elle ne le sait pas, ma fille, mais vous savez, j'ai eu une fille avant elle, qui est morte 3 ans avant sa naissance. Euh, et, euh, Et puis, bon, elle donne quelques détails. Là, elle était morte du croup, enfin, de la diphtérie. Et la mère continue en disant, c'était une petite sainte, c'était une merveille, elle était si gentille. Et à ce moment-là, Annie Ernaux entend la dernière phrase qui est pas comme celle-là. Oui, Alors la chute mythique, oui. c'est le pas comme celle-là. C'est-à-dire que Annie Ernaux découvre à ce moment-là qu'elle est une enfant de remplacement. Et qu'en plus, elle n'est pas à Euh, la hauteur de la précédente. Et elle est certainement pas à la hauteur de la sainte. Et donc voilà, alors l'histoire de l'écriture, elle démarre là. C'est dans ce contexte Mm. qu'elle a commencé à écrire, à demander Mm. un cahier à sa mère, où elle a pu prendre un cahier dans la boutique de sa mère et qu'elle a commencé à écrire un journal. Donc l'histoire, elle commence comme ça. Après, c'est bien après que l'idée d'un roman. Non, alors là, c'est très variable d'un écrivain à l'autre. Le moment où tout à coup, ils vont se mettre à écrire, cette fois-ci, non pas un journal intime, mais des romans. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils font quand ils écrivent un roman? Ils se racontent une histoire, un peu comme si Ouais, c'était la mère qui leur racontait. Ils se racontent une ouais. histoire. Il faut bien Mm. comprendre le processus, vous voyez. Et donc, il n'y a pas en tête le lecteur. Le lecteur, ça va être une Non, découverte ultérieure. Alors, ah bon, ils montrent, après, ils ont un certain talent, même un vrai talent. Après, ils se disent, bah, pourquoi pas essayer de le montrer. Alors, à qui ils le montrent? À leur mère. En général, c'est le premier lecteur, c'est une lectrice, c'est la mère. Et puis, après, ils vont peut-être trouver un éditeur, et après, ils vont être édités. Et là, c'est le bonheur. Et puis, donc, ils vont avoir des lecteurs. Et donc, il y a tout un autre rapport qui s'institue, là, parce que le lecteur, finalement, vient les conforter aussi. Il fait partie, au fond, de ce qui les construit. C'est-à-dire quelqu'un qui va les lire, qui va les comprendre, qui existe de façon imaginaire dans la tête. Les lecteurs, on ne sait pas qui c'est, les lecteurs. C'est, oui, alors, il y a tout un processus comme ça, très, très passionnant. Et alors, ils se mettent à écrire, et puis à écrire, et à écrire. Et on voit très bien que c'est une pulsion. C'est pas une décision. Quand on est vraiment écrivaine, ma conviction, c'est que c'est pas une décision, c'est une pulsion. J'ai écrit on n'a d'ailleurs pas le au choix. début bah, c'est ce que j'ai écrit en exergue au début du livre. Oui, C'est on est absolument. oui, on écrit comme on pleure, hein. C'est pas une Oui, décision, c'est pas. ça n'est pas absolument. Mais alors dites-moi, vous qui êtes thérapeute et qui n'avez pas eu une vie de romancier, mais plutôt d'essayiste, parallèlement à votre activité thérapeutique, vous vous classeriez dans quelle catégorie? Dans celle des mal aimés ou des trop aimés? Alors Là, vous c'est ayez eu très. un début de vie difficile. Oui, non, mon début de vie n'était pas très facile puisqu'il est très similaire à celui de Cyrulnik. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais par la suite, après-guerre, j'ai une maman, un papa. Heureusement, ils ont survécu. Moi aussi. Par hasard, d'accord, mais on était là quand même.
Euh, mais alors c'est très amusant parce que j'arrêtais pas de dire à mon épouse que j'écrivais ça, mais je voyais pas en quoi ça me concernait. Et je la voyais avoir un sourire entendu. D'accord. Et petit à petit, j'ai réalisé que, ben oui, que j'avais été un trop aimé, mais Mhm. un trop aimé qui, comme Romain Gary, s'en est sorti. Oui, Parce que Romain Gary, à un moment, il a réalisé que l'amour de sa mère était une prison. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé très tôt. Et c'est vrai que mon père était très absent, il était voyageur de commerce, il était absent toute la semaine. Donc j'étais toute la semaine avec ma maman, fils unique. Et vraiment le dispositif des trop aimés. Hein. Presque tous les trop aimés ont le même profil. Il y a Sartre, par exemple, qui était un trop aimé. Et il écrit dans son... Il écrit la chance que j'ai eue, c'est que mon père est mort. ah oui, c'est fusionnel, oui. Et il se considérait comme il écrit, j'étais le petit mari de ma mère, nous avions le même âge. C'est dans les mots, Oui, il écrit ça, mais c'est assez fascinant. Mais alors, Romain Gary, lui, s'en est sorti. À un moment, il a réalisé que c'était un piège. Et d'ailleurs, Nancy Houston a écrit un bouquin sur lui qui s'appelle oui. Le Tombeau de tombeau de Gros, Romain Gary, où elle le félicite. tombeau de Alors, Gros. elle l'a écrit 20 ans après la mort de Romain Gary. Hein. Mais Oui, où elle le félicite d'avoir su se déprendre justement de cette relation aliénante finalement. oui, Donc oui. effectivement, ça me concernait un petit peu, mais, mais franchement, j'ai mis quand même beaucoup de temps, je trouve, Qu'est-ce que vous diriez d'un à titre le comme celui-là? réaliser. Pardon? Parce que si Gilles Lamerre, c'est pas. Qu'est-ce que vous diriez d'un titre comme celui-là? Parce que c'est quand même pas un titre innocent, auditivement parlant, je dirais. Bon, bah, c'est pas Si Gilles gai. guérir du ressentiment. C'est un très beau livre, hein, mais c'est un très bel essai Ah, de Pierre Fleury. Mais il était posé sur le bureau avant cette émission et je me suis dit, mais bon sang, si Gilles Lamerre, ça s'entend différemment oui. aussi. Non, je crois que c'est pas tout à fait par hasard. Oui. Non, Et, non, ben, c'est pas tout à fait. mais cela dit, c'est intéressant parce que ça, là, on arrive vers après le roman, il y a effectivement quelque chose qui se passe, qui est le décès de la mère. Et le décès de la mère a beaucoup plus d'impact, bon, non, on va dire un impact important à la fois chez les trop aimés et chez les mal aimés. Chez les mal aimés, pourquoi? Parce que c'est un renoncement. C'est-à-dire que le fait d'avoir été mal aimé les met dans un état d'attente éternelle. Euh, D'envie de réparation. tous ces romans, finalement, étaient des messages envoyés à leur mère pour qu'elles finissent quand même par les reconnaître ou leur montrer des signes d'affection, d'amour. Je ne sais pas, Simon a écrit 500 bouquins. Imaginez un peu, à peu près Oui. 500 d'ailleurs. Le chiffre précis, il hésite, il est pas. Mais, mais euh, qu'est-ce que je disais là? J'ai perdu mon fil du coup. Vous disiez que la mort, le Oui, décès de la que la mère, mort donc pour les mal-aimés, c'était fini, il n'y avait plus à attendre. Et il n'y a plus de là, réparation possible. effectivement, il y a eu tout un travail dans les autobiographies, ce qu'on peut trouver, c'est un travail de réparation, c'est-à-dire Oui, de trouver un moyen de se réconcilier avec cette mère, de lui trouver des raisons d'être, d'avoir été comme elle était. Donc, et ça, c'est tout un travail comme ça. Et chez les trop aimés, c'était un drame parce qu'ils vivaient leur mère comme éternelle. Et d'ailleurs, les mères se présentaient comme étant, elles seraient toujours là pour les consoler, les aider, les soutenir, les écouter, etc. Et un beau jour, ils se retrouvent dans le vide. Roland Barthes oui, a écrit des pages pathétiques. Emmanuel Schmitt, il a écrit un journal après le décès de sa mère, mais on dirait un enfant de 7 ans qui pleure sa maman. Euh, et le l'idée livre de ma mère de générale, Cohen aussi. lui, il a écrit assez longtemps après le décès de sa mère. Hein. Je sais pas, il y a au moins une dizaine d'années, hein, peut-être même un peu Oui, plus.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est là où j'ai trouvé beaucoup de choses communes entre les auteurs. Par exemple, chez Emmanuel Schmitt et chez Albert Cohen, on trouve la même phrase, pratiquement, qui dit, à propos de la mort de leur mère, c'est la première fois que maman me fait de la peine. Oui, C'est quand je me même souviens de cette phrase. une phrase, mais je l'ai trouvée chez les deux auteurs qui n'ont rien en commun, enfin vraiment, hein. Sauf d'avoir été des trop aimés. Et donc, C'est quelque chose qui est fascinant dans Pat Conroy, dans Le Prince des Marais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce roman incroyable, où Pat Conroy arrive, alors c'est un roman, hein, c'est pas sa vie, mais il arrive à ce que le personnage parle à la fois de la mère qu'il a adulée jeune et de celle qu'il déteste adulte. Et d'un chapitre à l'autre, et presque d'une page à l'autre, on saute de la mère qu'il admirait, et puis tout d'un coup se mêle l'association de malfaiteurs avec le père, le fait qu'elle est complice de sa propre désespérance, parce que ce type n'est pas à la hauteur. Et tout d'un coup, quand il découvre à quel point elle est victime consentante, et puis comment elle empoisonne autour d'elle les choses, on passe directement à cette détestation qu'il a adulte. Et c'est vraiment fascinant. C'est vraiment un livre fascinant pour ça. C'est oui, mais je pense qu'il y a une ambivalence nécessaire. J'ai mis dans le bouquin une phrase qui n'est pas d'un écrivain ni d'une écrivaine, mais qui est d'une jeune patiente à moi, une post-adolescente, qui disait: j'aime ma mère même quand je la déteste. Ça en dit ouais. long. C'est-à-dire, le fond de l'affaire, c'est qu'on ne peut jamais haïr sa mère. Alors, Del Castillo l'a écrit aussi, il a dit: haïr sa mère, c'est se haïr soi-même. Hmm. Donc, ils sont pris dans quelque chose qui est, autant vous dire il y a beaucoup dans les mal-aimés, en tous les cas, qui ont de bonnes raisons d'en vouloir à leur mère, de ne pas les avoir aimés. Mais en même temps, c'est leur mère, ils n'en ont pas d'autres. Ça, c'est Oui. la première phrase de L'étranger de Camus. Oui, c'est Je aussi ce que dit fonctionne, Aldo non, Naouri. je fonctionne pas uniquement avec des citations, mais là, ça s'impose. C'est ce que dit Aldo Naouri à des mères qui viennent le voir en lui disant, mais j'y arrive pas, je suis une très mauvaise mère. Et Aldo Naouri leur répond, vous inquiétez pas, il va s'habituer, il n'a pas le choix, il n'en a pas d'autre. Oui, c'est pas très rassurant comme phrase. Oui, mais ça enlève la culpabilité Ah, ça, j'en suis pas sûr. grandissante et Alors, énorme ça, j'ai des doutes, hein. je ne sais pas si ça l'enlève, mais en tout cas, ça décontracte quand vous êtes persuadé qu'il faut être une mère parfaite, ce qui est quand même beaucoup dans l'air du temps, d'être à la fois la femme parfaite, la professionnelle parfaite, la même. Voilà, Ah bon? il y a une espèce de Vous course à la m'appre- perfection. vous m'apprenez quelque chose. Ah ben, l'injonction, je pense que l'injonction que subissent les femmes tout au cours de leur vie est au moins aussi violente que l'injonction de la virilité. Un homme, ça doit être comme ça doit être un chef de famille, ça doit. Enfin, c'est un peu ancien, mais c'était quand même assez violent, cette injonction de virilité forte, on dirait. Alors vous m'avez pas répondu à la question. Vous m'avez dit juste que vous étiez quand même concerné, mais où est-ce que vous situez dans les trop aimés? Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de juste milieu? Parce qu'il y a quand même énormément d'écrivains et j'ose imaginer qu'il y a quand même des écrivains qui ont été aimés correctement ou pas trop ou pas assez. Enfin, tous les gens qui écrivent ne sont pas dans un Oui, camp ou dans mais vous l'autre. savez, je crois que vous touchez un point très important parce que c'est pas un point de vue personnel encore que j'avance. Moi, je suis pas un sociologue, je suis un petit détaillant, hein. Je suis un thérapeute, je vois les gens cas par cas. Donc, mais n'empêche que ce que j'ai pu lire et comprendre, que le message sous-jacent de beaucoup de ces écrivains, écrivaines, qui soient trop aimés ou mal aimés,
c'est quand même la fonction de la souffrance dans la création. Oui, C'est-à-dire, est-ce qu'on peut devenir un artiste talentueux si d'une certaine façon on n'a pas souffert? Et c'est la question qui est sous-jacente d'ailleurs, même quelquefois n'est pas sous-jacente, elle est exprimée par certaines. oui, Et ça, c'est une question qu'on peut se poser si l'origine de l'art n'est pas dans la souffrance, ce besoin de sublimer, ce besoin d'émerger. Est-ce qu'on l'a quand on a une vie banale? Ou alors on souffre parce qu'on a une vie banale, là je peux comprendre aussi. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose, je dirais, c'est pas par hasard qu'on devient écrivain, mais écrivain au sens où écrire est vital pour la personne. N'est pas écrivain oui, toute personne qui écrit des livres. Moi j'appelle écrivain bien pour sûr, qui c'est vital. C'est bien sûr. Mais je suis sûre une qu'il faille façon souffrir pour être un écrivain. une, une façon de se faire exister. Alors, cela dit, il y a quand même, euh, justement, parce que quelquefois, on dit, ah ben voilà, ils écrivent pour se soigner ou je sais pas quoi. Eh bien, c'est pas vrai. Au Mm. contraire, la plupart parlent de leur souffrance d'accouchement. C'est-à-dire accoucher, un livre pour eux, un roman. Là, je parle du stade roman. Accoucher un roman est douloureux. Douloureux à la fois pour le faire émerger et douloureux de le quitter. Quand vous l'envoyez chez l'éditeur, c'est comme un enfant qui s'en va. Ça Vous dépend pour voyez? qui. Non, mais il y en a Ça pour qui dépend. c'est un grand plaisir, d'autres qui s'en fichent éperdument. Mais moi, ce que j'ai pu lire dans leur truc, c'est l'attachement à la fois, l'ambivalence, Oui. euh, à la fois le besoin, vraiment le besoin d'écrire, le fait de produire un roman, d'accoucher de ce roman, et puis après de devoir s'en déprendre. Moi, je vais vous dire, quand Mm. je relis mes bouquins, j'ai l'impression que c'est pas de moi, y Ah oui, compris le c'est sûr, ça. dernier. Oui, oui, c'est normal. Vous avez écrit 15 pages et qui a écrit les 250 autres? C'est ça la Oui. question qu'on se pose à la fin à la fin du roman. Mais ce, ce qui me frappe aussi, c'est que au-delà c'est pas la souffrance personnelle. La souffrance personnelle de l'auteur, elle est aussi parce que si vous écrivez des romans qui ne posent pas de questions dangereuses, ils n'ont rien à faire là ou ça n'a aucun intérêt. Donc à partir du moment où vous allez poser des questions dangereuses à travers un roman, ne serait-ce que même avec des personnages soi-disant fictifs, je dis soi-disant parce qu'ils existent toujours, ces personnages, quelque part. À ce moment-là, quand vous arrivez avec ce roman, vous êtes en empathie avec tous vos personnages. Et forcément, un personnage qui souffre, c'est quelqu'un que vous incarnez. Cette souffrance, vous l'incarnez. C'est pas la vôtre, mais vous entrez dans la souffrance Écoutez, d'un personnage. si on va un peu plus profond quand même dans mes motivations d'écrire ce bouquin, euh, effectivement, j'ai pu me découvrir que j'ai failli être un trop aimé aliéné. C'est que ce qui me soutient dans ce travail, c'est le besoin d'exprimer la nécessité que la psychiatrie devienne plus humaine et qu'on quitte Oui, qu'on commence à réaliser les dégâts que font cette psychiatrie fondée sur une pseudoscience, une pseudo-classification, c'est une chosification des êtres. Vous n'êtes plus l'enfant, il n'est plus je sais pas, le petit Robert ou le petit Claude ou le petit, il est le petit HP. Voilà. Et cette chosification est insupportable pour quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu dans mon enfance. c'est très vrai, très vrai. Mais d'ailleurs, vous avez vu, il n'y a Euh, plus d'aide-soignante. Une aide-soignante, c'est une technicienne de surface corporelle maintenant. C'est oui. formidable. Il faut quand même Ah l'inventer. c'est Vous très n'aidez plus. valorisant. C'est très, Mais très vous n'aidez valorisant. plus, vous ne soignez plus. Par contre, vous intervenez techniquement sur une surface corporelle. Mm, C'est mm. quand même, c'est très emblématique de ce que vous êtes en train de dire.
Avant que Nathalie nous pose les questions, Oui, une enfin, dernière question. oui. Où est le père? Alors, c'est une question que beaucoup m'ont posée. Euh, j'ai pas fait un livre sur le père, j'ai fait un livre sur la mère. Et je pense que la mère, elle est, je sais pas, elle est indispensable. On n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Des pères, on peut en avoir plusieurs, mais des mères, on n'en a Ah, qu'une. Et ah bon? bah oui, votre maman, elle se remarie 3 fois, vous vous retrouvez avec trois figures paternelles, machin. Oui. Euh, Et Il le y a père une aussi peut se phrase marier parfois. d'une grande sociologue qui disait, mais le père est une nécessité biologique et une contingence sociale. Oh là là, quelle horreur! Ah oui, C'était effectivement. l'ex-femme de Gregory Bateson qui écrivait ça. Non, mais je plaisante. Mais en plus, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Parce que les pères se convertissent de plus en plus en mères. Oui, on a Donc, remarqué, oui. on arrive à une situation assez confuse. Pour vous donner un exemple, j'ai deux de mes amis dont les enfants appellent leur père Mapa, c'est-à-dire maman, papa. Ah, Oui. ils ont des gants. Donc, ce que j'écris là, Presque. il faudra peut-être que d'ici un certain temps, je révise ma copie. Ouais. Oui, C'est possible, c'est possible. Mais, et en même temps, c'est une figure tellement présente dans toutes les civilisations, la mer. oui, Elle est omniprésente, que je suis pas sûr qu'elle disparaisse simplement parce que vous savez qu'aux États-Unis, on vend des soutiens-gorge pour hommes où on peut mettre du lait dedans pour qu'ils puissent allaiter les bébés. Damned. Mais est-ce que ce processus va remplacer les mères? Franchement, j'ai quelques doutes quand même, hein. J'ai quelques Oui. doutes. Donc, Bon, vraiment, mais peut-être alors. bon. Mais je vous dis, en lisant, j'ai découvert que la mer prenait une place centrale. Maintenant, j'ai peut-être pas lu les bons livres, hein. Dans les carrières d'écrivains, j'imagine il y a quand même beaucoup de fils qui parlent de leur père et beaucoup de femmes qui parlent de leur père aussi. Mais Oui, oui, effectivement, oui. peut-être ça induit d'autres choses que celles que vous avez découvertes en Si vous écrivant voulez, Écrire sa quand mère. même, la mère, elle est liée à l'existence. C'est elle qui donne l'existence à l'enfant. C'est pas le père. Le père, c'est un père social. Il donne le nom, il donne l'identité, il donne beaucoup de choses, mais l'existence, c'est la mère qui va la donner. Hmm. D'ailleurs, c'est tellement vrai que maintenant que j'ai avancé en âge, je dis toujours, je ne fais plus que des bébés de papier. Bon, ben, c'est Après, déjà après. ça. Au moins, écrit pas la nuit, hein. Alors ça, c'est une très bonne réflexion. Et ce n'est pas vrai. Il crie la Ah nuit, bon? il me Il réveille, crie je la dois nuit me aussi? lever. Ah. Oui, et je dois me lever et écrire, Alors, il va sinon, falloir que vous trouviez autre chose, alors, hein. peut-être, peut-être. Alors Nathalie, dis-nous tout. Et ta question rejoignait la question de Patrick qui demandait à Robert si effectivement ce livre pourrait se transposer sur les pères. Mais là, Robert a donné la réponse. Donc je vais pas la reposer. Mais par contre, il y a Laurence qui pose cette question. Est-ce que pensez-vous que écrire sur sa mère est un passage obligé pour un écrivain? Écoutez, encore une fois, moi, je suis incapable de répondre à ça. J'ai pas lu tous les livres. Je me suis branché sur une situation qui est très répandue aujourd'hui. Le seul constat que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines qui ont eu des gros problèmes avec leur mère, avec des mères mal aimantes, maltraitantes ou trop aimantes. Donc c'est peut-être lié à une époque, c'est peut-être lié, vous voyez, c'est peut-être contextuel. Donc, cela dit, je me suis rendu compte que vraiment, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur leur mère. Même j'ai dit que Dostoïevski a écrit un livre sur sa mère. Mais je pourrais citer, je pense que c'est un personnage qui
qui suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrivains. Maintenant, est-ce que c'est indispensable d'écrire sur sa mère pour faire un bon livre? Je suis pas convaincu, hein. Et pour aller plus loin, est-ce que vous pensez qu'un manque, le manque de sa mère ou d'un de ses parents, améliore la création? Non, elle l'améliore pas, elle la rend nécessaire. Elle peut la rendre nécessaire. Elle peut C'est-à-dire que la soutenir. si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai été regarder dans les bouquins de psycho, de psychiatres, etc., ce qu'ils écrivaient sur ce qui se passait pour les enfants qui avaient été mal aimés par leur mère. Ils leur inventaient un destin catastrophique, ils ne pourraient plus faire ça, ils ne seraient pas ça, ils seraient handicapés, etc. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ça qui m'a passionné dans l'histoire, c'est il y a on peut s'en sortir et c'est pas pour rien si j'ai mis tout à fait dans mon bouquin, là, tout à fait au début, il y a une citation de Catherine Encore. Pancol qui écrit: Dites bien que si j'ai écrit ce livre, c'est pour dire qu'on peut s'en sortir. Et je dirais que la morale de mon bouquin, elle est là, hein. C'est vous qui avez choisi je vais le montrer peut-être à l'écran. Je vais partager la couverture à l'écran. Attention, ça va peut-être un peu bouger. Elle brille un peu. Oui, alors là, Ah je la mets. voilà. La voyez? Ah, Voilà. c'est superbe. Est-ce que c'est vous qui avez choisi? Alors, ce tableau s'appelle Les trois âges de la femme de Gustave Klimt. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi et pourquoi celui-ci particulièrement? Bah, alors, effectivement, c'est moi. Parce que ce que m'ont présenté, ça, il faut pas le répéter à Payot, hein, mais franchement, ce qu'ils m'ont proposé comme couverture, je préfère oublier. Il faut pas le dire, hein, Non, ça va pas. non, parce que donc c'est un gentil graphiste, le malheureux. Bon, mais donc moi j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça, ça peut pas être autre chose. Et je dois dire que mon éditeur, donc Christophe Gass, a compris et il a accepté immédiatement. Et d'abord, c'est un clip absolument splendide, mais en plus, ça montre vraiment le cœur du problème. Ce qui va manquer, c'est ça. Vous avez enlevé le troisième âge, alors, hein, parce qu'il n'est pas complet, le Klimt, là. Ben non, mais il y a trois, c'est un triptyque, alors c'est pas. C'est les trois âges de la femme, exactement, ce triptyque. Et c'est très, très emblématique de notre société, d'ailleurs, parce que souvent, quand on le montre, on enlève la plus vieille. Très Ah, souvent. écoutez, moi, je suis tombé sur celle-là qui était seule. C'est-à-dire, j'étais pas bien. Je voyais pas comment on pouvait illustrer ça. Et j'étais sur un Google Images et j'ai rentré mère, quelque chose comme ça. Et cette image était seule. Elle n'était pas dans le triptyque. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, Oui, oui, ben voilà, on va pas prendre bien autre sûr. chose. Alors, il y a Odile qui vous a lu avec beaucoup d'attention et qui se demande si, au fond, la mère idéale, ça ne serait pas l'écriture. Oui, non, mais j'ai écrit que c'était la mère idéale. Mais elle était la mère idéale parce qu'il y avait la mère réelle qui était dysfonctionnelle. Donc, une deuxième Donc, mère, plutôt. pardon? Plutôt une deuxième mère qu'une mère idéale. Ben, c'est une mère substitutive. Et c'est celle qu'on contrôle, c'est celle qu'on peut emmener avec soi. Et c'est celle qui nous écoute, c'est celle avec laquelle intérieurement on pourra vivre. Ouais. Tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose avant qu'on commence l'émission. Vous m'avez dit, je me suis relu cet après-midi et j'ai trouvé le bouquin plutôt pas mal. Quel est le livre qui vous a marqué, vous, plus jeune, ou un livre marquant de votre vie? C'est Ah non, lequel? plus jeune, alors là, je peux vous dire tout de suite, j'ai un livre qui est un livre de philosophie absolument fondamental que tout le monde devrait avoir chez soi. C'est Trois hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme. Ouais. C'est un chef-d'œuvre absolu. Disponible chez Folio. Je crois qu'il a été réédité il n'y a pas Oh, longtemps. et écoutez, vous l'avez gratuitement sur le net, vous le trouvez partout. Lisez-le en anglais, c'est encore mieux. C'est un chef-d'œuvre absolu, un chef-d'œuvre de philosophie. Bon, maintenant, si on parle de notre époque, c'est quand même un bouquin qui date fin 19e, hein. Là, dans tous les livres que j'ai lus, il y en a un qui m'a beaucoup touché, c'est le Bad Girl de Nancy Houston.
Ça Vraiment, sera un conseil de c'est lecture. un très, très, très beau livre. Très beau livre. Bon, les autres, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. C'est vraiment une écrivaine absolument extraordinaire. Mais ce livre-là, il parle. Elle est étonnante parce qu'elle nous parle. Je crois qu'il est marquant Euh, en plus dans sa carrière d'auteur, hein, ce livre. Il est vraiment oui, oui, il est oui, disponible chez oui, Babel. Je vous remettrai, parce que c'est le conseil de lecture donc, de Robert Neuberger, je vous le mettrai en référence sous la vidéo, donc Bad Girl. En oui, plus, il y a un sous-titre. Il y a marqué classe de littérature sur Bad Girl. oui. Ça veut tout Oui, dire. oui, c'était un enseignement de la vie, oui, au travers de la littérature. Oui, c'est Elle a très, fait un très très beau. beau livre qui s'appelle Pardon? Journal de création. Elle a fait aussi Journal de création et c'est très intéressant Oui, parce que Journal de création, c'est un parallèle entre sa vie de mère, puisqu'elle est enceinte au moment où elle écrit ce journal, et sa vie d'écrivaine. mm, Donc c'est aussi un très beau livre en ouais. rapport avec notre sujet. Vous aussi, vous avez mis un sous-titre. Quoi, un sous-titre. En dessous de écrire sa mère, vous avez rajouté à la recherche de l'amour perdu. C'était nécessaire de rajouter cette phrase ou Oui, écrire. parce que une fois qu'elles ont fait le constat que leur maman les aimait pas trop, par exemple, eh bien, elles ne renoncent jamais. C'est-à-dire qu'elles restent toujours en attente. C'est ça qui est douloureux d'ailleurs dans leur vie. Et touchant. Et je pense à Simon qui a beaucoup, beaucoup souffert que sa mère le détestait. Elle lui a fait des coups pendables. Elle a vraiment. Euh, et elle adorait son frère, qui était une crapule. Hein. Et ouais, Beaucoup de mères adorent les crapus. Pardon? Beaucoup de mères adorent les crapus. On peut rien faire Ouais, contre une mère qui adore une crapule. ouais, mais enfin là, c'était pas très joli comme crapule. Là, il a été un collaborateur actif pendant la guerre et était jusqu'à assassiner des gens de la petite ville où ils étaient. Non, là, c'est un peu au-delà, quoi. Alors, vous avez écrit une quinzaine de livres d'essais plutôt. Est-ce qu'un jour, on verra un roman signé Robert Neuberger ou pas du tout? Moi, je me considère pas comme un écrivain. Et ça vous tente pas? J'écris parce que j'ai besoin d'écrire mes idées sur des sujets. J'ai écrit sur des choses auxquelles je tenais beaucoup. Il y a la parole perverse qui permet de repérer au fond la façon de les manipuler. L'art de culpabiliser qui était un peu amusant et puis un petit clin d'œil à ma mère. Euh, et puis d'autres livres plus sérieux sur les traumatismes familiaux, qui c'est un truc qui me Sur le touchait couple aussi, vous avez beaucoup personnellement. écrit. Sur le couple aussi, vous avez beaucoup écrit. Pardon, sur le couple, j'ai beaucoup écrit, j'ai même fait un manuel de thérapie de couple. Donc, c'est assez éclectique, mais tout est soutenu par quand même une certaine forme de respect de l'humain. Euh, Ça vous tente pas de passer à la fiction? mais j'ai pas ce talent. Je me considère, j'écris, j'essaye d'être le plus clair possible quand j'écris, Et vous l'êtes. euh, mais oui, je le suis en général. Mais franchement, j'arrive pas à m'identifier à. Je crois que j'ai pas ce talent. Et je vois mes petits collègues qui sont lancés dans le roman. Franchement, enfin bon. Bon, en tout cas, si on n'aura pas de roman de Robert Neuberger, on a cet essai qui est sublime. Je vous conseille d'aller en librairie. Il est sorti le 1er mai dernier, donc il est toujours sur les tables de librairie. C'est sorti aux éditions Payot, donc allez-y, vous allez passer un très bon moment, apprendre plein de choses, parce qu'on apprend plein de choses. C'est d'une clarté, mais impeccable, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très agréable à lire, il y a plein de citations, on rigole, après En on fait, soit serré, évidemment, avec Michel Del Castillo, c'est plus dur, mais en tout cas, c'est réussi. Donc, je vous engage à aller en librairie lire Robert Neuberger et aussi les précédents si vous avez envie. Avant de vous en donner le... attendant son prochain roman qui s'appellera Maman et moi. En tout cas, Non, je pense pas. Je pense pas. avant de vous donner le mot de la fin, nous, on se retrouvera demain où j'aurai la chance d'avoir les 5 finalistes du prix Orange du livre 2024. Donc voilà, ça sera demain Waouh.
peur. Mais en attendant, Robert, je vais vous faire travailler, je vais vous donner le mot de la fin de cette rencontre. C'est à vous. Ah ben c'est moi qui donne le mot de la fin. C'est vous qui allez travailler, là, vous allez donner le mot de Moi, la fin. j'ai cru que c'est vous qui alliez le donner. Ah, non, 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 c'est à vous de donner le mot de Non, la fin. non, le mot de la fin, c'est que fondamentalement, euh, je veux dire, ça relève d'un optimisme, d'une croyance. Quand je dis croyance en l'humain, ça veut dire, malgré tout ce qui se passe, il y a quelque chose qui peut surgir, du pire peut surgir quelquefois le meilleur. Une belle conclusion. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir pour parler de votre... Merci à vous, c'était un moment très agréable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et à bientôt en librairie. Au revoir Frédéric, à demain.